Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bon mercredi tout le monde ou bon jeudi, bienvenue à Bonheur et vice-versa. Pourquoi je dis bon mercredi ou bon jeudi? Ben, Bonheur et vice-versa est diffusé à CFAC 88.9 le jeudi de 9h à 10h30 et évidemment on est diffusé sur notre station sœur qui est Chiz 94.3. Bienvenue avec nous tout le monde, Maxime Dumais, conseiller en développement de carrière, animateur de Bonheur et vice-versa, en compagnie de ma co-animatrice Marianne Baudin. Hey. Salut Marianne! Salut Maxime! Salut Jennifer! Bonjour tout le monde! Hola Jennifer! Bonjour! À ma droite, notre journaliste dévouée Jennifer Gagné, étudiante à la maîtrise en orientation. Exactement. La fin de session s'en vient. Écoute, 3 semaines, on est dans le déni. Oh. On est dans le déni. C'est quelque chose, les fins de session. C'est ça bon, me rappelle le les déni. souvenirs. Dans une école secondaire, est-ce que, mettons, le temps, avant le temps des fêtes, c'est aussi la folie? Ah oui, il y a une folie, il y a une frénésie. C'est la fin des étapes, les remises de bulletins. Les élèves, ils se préparent. Oui, on le ressent également. Oui. Puis, donc, tu travailles dans une école secondaire, Marianne, conseillère d'orientation à l'école Saint-Jean-Eudes, qu'on salue. Oui. Puis moi, dans le fond, je me demandais, c'est quand la période de pointe en orientation dans une école secondaire? Hey, c'est une bonne question parce qu'on a toujours l'impression que c'est proche du mois de mars, ouais. Mais ça, c'est un mythe, c'est faux. Ah. La période, moi, je trouve que novembre, là, pour les conseils d'orientation, c'est un mois qui est hyper chargé. Mais en fait, septembre jusqu'à avril, là, c'est des mois assez chargés. C'est la folie. On enchaîne des projets 8 en fois par projet. année. Mais novembre, c'est particulièrement un mois très chargé en orientation. C'est surprenant, mais c'est ça. Alors, les filles, aujourd'hui, on a quand même une belle émission, puis il nous en reste 3. Oh non! Seulement 3. 3 en incluant aujourd'hui. 3 en incluant aujourd'hui. Malheureusement, la semaine passée, on a eu un petit imprévu. Ça arrive pas souvent, mais on n'était pas en onde. Fait que là, il nous en reste 3. On va les vivre au maximum. Ah oui, puis je suis contente de te dire que je suis sur la dernière Oui, émission. exactement. Yeah! Alors, le 11 décembre, la saison se terminera. On est de retour pour une 6e saison. Alors, on se retrouvera aussi en janvier. Puis le 11 décembre, ben, cette année, on fait ça un petit peu différemment. Ce sera une émission régulière. On a trop de stock. Fait que on fera la fête avec nos partenaires puis nos collaborateurs à la prochaine saison. Parfait, ça. Alors aujourd'hui, à l'émission, on parle avec Stéphanie-Sophie Gilbert du SPLA qui vient nous parler de l'importance du savoir-être en employabilité. On a en entrevue Gabriel Girard, intervenant auprès des gamers. Et ça va être intéressant parce que j'en ai dans mon école puis je suis contente qu'il y ait ce service-là. Et c'est Jen qui avait connu cette personne-là. Puis elle m'a dit, Oui. Max, il faut qu'on parle de ça Ah, ensemble. vraiment. J'ai vraiment hâte qu'il soit là puis qu'il nous parle. Merci, Jen. Hein? Et en terminant, t'es contente d'être ici aujourd'hui encore plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que Marie-Ève Lestine va être là pour une méditation en pleine conscience live. Et ça, c'est super. Là. Tout le monde, restez jusqu'à la fin. Là, ça va nous faire du bien à tous. Exactement. Ce sera une courte méditation parce qu'on a du stock à l'émission. Mais sinon, ça va être super intéressant. Puis j'ai oublié aussi, on va avoir les gens d'Enactus, la présidente d'Enactus, qui est une association sur le campus de l'Université Laval en entrepreneuriat. Ça devrait être vraiment super. Puis là, ben, je vois le temps avancer. Fait qu'on commence cette émission-là, les filles. On est prêts? On est prêts! Bon show tout le monde! I'm talking about the happy days. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Oh, yeah. Come on, I'm talking about happy days. Oh, yeah. Sing it, sing it. Oh, happy day.
Alors, je disais il y a quelques instants qu'on est à 3 émissions de la fin. On prépare notre 6e saison présentement. Si jamais à la maison, vous nous écoutez et vous voulez soit peut-être avoir un temps en ondes, vous avez des messages à diffuser ou même vous voulez diffuser de la publicité à Chiz 94.3 durant notre émission, tout ça est possible. Puis évidemment, si vous diffusez de la publicité, ben ces sous-là reviennent dans nos poches à nous puis on peut investir dans notre projet qui est totalement bénévole. Donc, vous faites en plus une belle action. On vous encourage On vous fortement. encourage. Alors, c'est le temps des nouvelles. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. D'accord. Alors, comme à l'habitude, Jen, tu as fait le tour des nouvelles pour trouver celle qui t'interpellait le plus et qui est intéressante à partager à nos auditeurs. Oui. Et tu nous parles premièrement aujourd'hui des hautes directions. Les femmes et les minorités visibles sont toujours sous-représentées. Oui, évidemment, on le sait, c'est pas nouveau, mais à chaque fois que je vois un article qui parle de ça, je suis un peu choquée par les chiffres, par les statistiques. En toi. C'est choquant aussi. Ben, tu sais, c'est ça, là. Écoutez, c'est vraiment un très court article qui a été publié le 21 novembre, qui dit que les femmes occupent quand même 40,7% des postes de haute direction dans la région de Montréal, ce qui est quand même bien, mais seulement 25% dans le secteur privé. Donc, on voit là qu'il y a déjà quelque chose de différent au niveau du privé. Puis, on parle, pour les minorités visibles, 5,3% au niveau des postes de haute direction. Et là, quand on parle de minorités visibles, on parle des personnes handicapées, on parle des personnes de la communauté LGBT, on parle des Amérindiens. Ils spécifient pas, mais ils vont parler probablement, c'est ça, là, des ethnies. Oui, bon. L'ensemble, 5%. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, dans le secteur privé, on tombe à 2%. Ah, oui. Pour la région de Montréal. Donc, en fait, c'est une étude qui a été faite par une université à Toronto qui dit, c'est ça, que dans le privé, les femmes sont vraiment moins représentées. Puis, ce qu'il disait aussi, c'est que les femmes, on va les retrouver davantage au niveau des CA, des conseils d'administration. Là, ils vont être plus là. Dans les OBNL, peut-être. Il me semble que je vois souvent dans les OBNL, directrice générale, c'est une femme. Probablement. Ils faisaient, eux autres, une distinction entre le public, le privé et le communautaire, mais ils disaient vraiment que c'était sous-représenté au niveau du privé, mais j'ai pas le détail pour chacun des secteurs. Est-ce qu'il expliquait pourquoi? Est-ce qu'il donnait des raisons ou non? Il disait, en fait, c'est une certaine rigidité organisationnelle, en fait. C'est des choix. C'est pas par manque de candidats. Vraiment pas. Donc, c'est des choix d'organisation. Il y a quelque chose de sociétal aussi. Puis c'est comme ça. Si on dirait que là, on défend ça, mais en même temps, quand les femmes, c'est une hypothèse que j'ai, mais se projettent. Je sais pas si déjà dans la projection, il y a quelque chose qui se passe là parce qu'étant donné qu'on sait que c'est sous-représenté, que c'est plus difficile, je sais pas si des fois les femmes foncent dans certaines choses juste par peur justement que ça marche pas puis d'être déçues ou donc ils se contentent peut-être de pas appliquer sur certains postes ou moi ça n'en parlait pas là-dedans, mais j'ai fait un travail un petit peu sur le plafond de verre des femmes en entreprise. C'était pas tant que les femmes se barraient, hein, c'est qu'il y avait des portes qui se mettaient, ils pouvaient même pas aller. C'est un plafond de verre, ils peuvent même pas y aller plus loin que ce qu'ils voudraient. Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas nécessairement. Mais cette étude-là a fait suite à une autre nouvelle que tu avais apportée quelques émissions précédentes où c'était amené justement qu'il y avait une égalité entre les salaires des hommes puis des femmes. Puis ça répond un peu. S'il y en a moins au niveau des postes de direction, c'est sûr que c'est ça. Il y a un déséquilibre, là, mais c'est fâcheux. Alors, à l'émission, on fait bien de continuer à promouvoir la diversité sur toutes ses formes. Ouais, vraiment. On fait peut-être à notre manière, notre part là, pour aider à avancer ces causes-là. On espère. Alors, un peu plus loin dans l'émission, Jen, tu nous parleras notamment de conciliation travail-famille. Oui, exactement. Donc, qui est une source de stress pour 40% des mères. Et de la génération Z. Oui, quelques petites généralités à propos de la génération Z. Alors, maintenant, c'est le temps de vous faire entendre une chanson à Bonheur et vice-versa. Après la pause, on revient avec Stéphanie-Sophie Gilbert du SPLA qui vient nous parler de l'importance du savoir-être en employabilité. Ça risque d'être vraiment intéressant si vous êtes là en recherche d'emploi bientôt ou en stage ou même si vous êtes encore à l'école là, mais que vous projetez d'aller dans un emploi étudiant ou ça peut aider. Alors, on écoute une chanson de McRoy qui est How Much I Love You. Je vous dédie cette chanson d'amour, les filles. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. I'm addicted
to the way you make me feel. I'm on the borderline of paranoia. I want you to stay here. And if I had a gun and someone tried to knock you down, without hesitation, I'd pull the trigger. Heavy like a mountain, bigger than a titan, high like a rocket, brighter than a comet. That's how much I love you. 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 Wild like a lion, stronger than iron, wide like an ocean, smoother than slow motion. That's how much I love you. 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 I'm tasting holy water whenever I'm kissing you. The way you carry yourself could bring an angel to its knees. And if I had a gun and someone tried to knock you down, without hesitation, I'd pull the trigger. Heavy like a mountain, bigger than a titan, high like a rocket, brighter than a comet. That's how much I love you. 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 Wild like a lion, stronger than iron, wide like an ocean, smoother than slow motion. That's how much I love you. 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 Every bone in my body and all the air in my lungs, I sacrifice for you, 'cause that's how much I love you. Every bone in my body and all the air in my lungs, I sacrifice for you, 'cause that's how much I love you. Heavy like a mountain, bigger than a titan, high like a rocket, brighter than a comet. That's how much I love you. That's how much I love you. That's how much I love you. Wild like a lion, stronger than iron, wide like an ocean, smoother than slow motion. That's how much I love you. That's how much I love you. That's how much I love you. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. Alors, à chaque semaine, on est partenaire de votre bien-être, mais aussi de votre employabilité. Ben oui. On vous donne tellement de trucs à la maison, justement, pour que ça aille bien. Pas de raison de pas travailler. Non, exactement. Plus de chômage. Allez, tout le monde sur le marché du travail. Puis aujourd'hui, ben, on parle d'employabilité avec vraiment une spécialiste. Le service de placement de l'Université Laval sont avec nous depuis le tout début de l'aventure et vous proposent à chaque mois des chroniques autour du monde du travail. Aujourd'hui, on parle avec Stéphanie Sophie Gilbert et elle nous parle justement de ce monde de l'employabilité et du savoir-être qu'il faut avoir au sein de celui-ci. Les conseils carrières. Une présentation du service de placement de l'Université Laval. Je sais pas pourquoi, Steph, mais j'ai quand même l'impression que ce jingle-là fit avec toi. C'est vrai, hein? Ça groove. Ça groove. Alors, Stéphanie, tu reviens nous voir. On dirait que ça fait une éternité parce que vous êtes en rotation, toi et ton collègue Jean Poirier. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du savoir-être en employabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques qui manque chez les étudiants? Non, mais pas qu'il manque pas, mais que c'est vraiment important. Ouais. Je vais donner quelques exemples. En fait, moi, je fais des suivis de stage dans le cadre de mon emploi. Je vais voir les étudiants en milieu de travail. Puis finalement, avec les employeurs, oui? on parle tellement du savoir-être. Les connaissances, c'est pas tant ça l'important au départ quand on commence dans le milieu de travail. C'est plutôt comment on va pouvoir les mettre à profit avec son savoir-être. Puis, Le savoir-être, c'est une connaissance.
Ben oui, mais en fait, on parle pas de savoir-faire. Tu sais, le savoir-faire, c'est plus théorique. C'est toutes les notions. Tu sais, je parle des formations en génie. On va apprendre les structures, on va apprendre la conception, on va apprendre tout ça. Mais le savoir-être, je parle plus d'attitude et de comportement. Donc, c'est plus des qualités professionnelles, finalement. Puis là, je me rends compte, il n'y a pas tant de cours dans bien des formations par rapport à ça. Mais en même temps, on peut pas apprendre ça avec la théorie. Encore, ça serait des connaissances là, vraiment théoriques. Donc, ces connaissances, ces capacités, en fait, de savoir-être-là sont primordiales en employabilité. Puis si j'en ai 4 à vous présenter aujourd'hui, puis souvent, en entrevue, c'est ce qui fait qu'un employeur va discréditer un candidat d'un autre. En effet. Moi, mettons, dans le milieu de la réadaptation, malheureusement, des fois, on a une clientèle qui est peut-être un peu moins scolarisée, un peu moins d'expérience en emploi. Puis souvent, c'est ce qui va faire problème sur le marché du travail, plus que le problème, en fait, d'handicap. Fait à la base, on travaille, oui, avec celui-là toujours, mais il y a toujours le savoir-être à travailler vraiment intensément. Là. Primordial. Puis toi, en tant que conseillère en emploi, c'est un de tes mandats de te rendre sur les milieux de stage. Oui, tout à fait. On va faire le suivi au début du stage. Puis notre rôle n'est pas d'évaluer le stage, mais plutôt d'aller voir comment ça se passe dans le milieu. Justement, s'il y a des problématiques au niveau de la communication, au niveau de l'organisation, on peut soumettre en fait des idées à l'étudiant pour qu'il puisse réussir à mieux prendre sa place. Puis ça, c'est pour tous les programmes? Non, ben moi, je travaille plus à la faculté de sciences et génie. On a un super beau programme de stage en sciences et génie. Il y a comme des petites cellules du plat un peu partout sur le campus. Ouais. Hein? Je fais partie de la cellule FSG. Yeah. Alors, quel est ce premier conseil? C'est comme ça que tu les appelles? Ou... Oui, ben en fait, je vais vous présenter 4 grandes capacités en fait, de savoir-être qui sont souvent demandées par les employeurs. C'est celles qu'on voit le plus dans nos offres d'emploi puis de stage. La première chose, c'est la communication. Quand on parle d'avoir des habiletés de communication orale et écrite, quand il est indiqué ça dans une offre d'emploi, on s'attend justement à ce que la personne ait la facilité à s'exprimer, soit capable de vulgariser l'information, soit capable de prendre la parole, transmettre un message et aussi faire preuve d'écoute. T'sais, la communication, c'est à deux. Puis, en fait, je me suis rendu compte que les étudiants, quand ils ont à présenter des travaux en classe, c'est comme épeurant pour eux autres parce qu'ils sont pas tous super bons puis sont pas super à l'aise. Puis, quand on est en travail d'équipe, le réflexe, c'est de mettre le meilleur à l'avant. Mais c'est une chose à ne pas faire parce que toutes les occasions de présenter devant un groupe en classe, de présenter une présentation orale, de prendre la parole, en fait, en réunion, de vulgariser de l'information devant un groupe, il faut saisir toutes ces occasions-là parce que c'est la façon qu'on peut développer cette compétence-là. Puis je suis tellement d'accord, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, c'est mon cas, là, dans tous les travaux d'équipe, c'était tout le temps Maxime en avant, au secondaire, au cégep, à l'université. Puis moi, pendant ce moment-là, ben il y a d'autres compétences que j'aurais pu mieux développer. Des compétences où j'étais moins habile, mais là, je développais juste celle-là, tandis que les autres développaient pas cette compétence-là de communication. Fait qu'en fait, allez-y, osez. Oui, c'est vrai, parce que moi, je suis le contraire de Maxime. Justement, je laissais des Maximes communiquer à ma place. Puis moi, je l'ai développé au fil des expériences au travail, en assistant des réunions, en m'impliquant dans des projets, en me forçant à développer ça. Parce que c'est vrai que c'est une compétence qui peut se développer. Ça se développe uniquement avec la pratique. Ben oui. Puis moi, je me souviens aussi, quand j'ai commencé à travailler, quand je prenais la parole, je rougissais. Tu sais, c'est dur à croire, là, parce que tu là... rougis facilement, je pense. C'est coquet. Oui, c'est coquet. Mais en fait, à force de prendre la parole, on prend confiance, puis c'est là que cette compétence-là se développe, là, en finalement. effet. Puis dans la communication, est-ce qu'on rentre ça là-dedans? Aussi, les termes à utiliser dans son domaine. Parce que, mettons, en réadaptation, il y a des termes qu'il faut que j'utilise pour me faire comprendre de mes collègues, des organismes subventionnaires et tout ça. Tu sais. Bien, c'est sûr que ça passe par la communication mais orale, s'exprimer. Mais on parle faire, ça. Oui, mais en même temps, la façon qu'on va le dire, la façon qu'on va le présenter, l'aisance aussi de transmettre l'information, ça fait partie de ça. Puis, tu sais, les compétences savoir-être sont toujours au service des connaissances théoriques. Donc, même si tu sais tous les termes puis tu les répètes comme un robot, ça sera pas intéressant. Là. Et communiquer, est-ce que c'est communiquer aussi entre collègues? Est-ce que c'est notre façon d'interagir avec les autres? Bien, en fait, là, on pourrait parler de la compétence de travail d'équipe. Oh, la prochaine. Exact. Le travail d'équipe,
il n'y a pas beaucoup d'emplois, en fait, où on n'a pas à travailler en équipe. Là, je parle de généralité dans le sens qu'il y a des emplois que les gens sont pas capables de travailler en équipe, sont mieux, en fait, dans un travail individuel. Il y en existe des emplois comme ça aussi. Mais le travail d'équipe est, je te dirais, à 80% demandé dans les différents milieux. Puis quand on parle de travail d'équipe, c'est plusieurs personnes qui sont ensemble, ils ont un but commun à atteindre, il y a plusieurs interactions, il faut qu'ils planifient le travail ensemble. Il y a une importance de préserver le climat aussi entre les personnes. Donc ça, c'est un peu la définition du travail d'équipe. C'est primordial là, dans un milieu de travail, le travail d'équipe. Oui. Puis c'est loin d'être facile puis évident parce qu'on arrive tous avec nos réalités, nos personnalités, puis on est ensemble à construire un projet puis à s'adapter une personnalité à une autre. Tout à là. fait. Puis il faut toujours prendre soin de ça. Tu sais, il y a toujours des conflits. Puis là, moi, j'ai des étudiants dans mon bureau qui me disent « Ah, j'ai un travail à faire, ça va pas super bien, l'autre travaille pas assez. » À l'université, ça? Oui. Ah, ben là, on n'est pas à la même place. Rest in peace pour les travails d'équipe. Là. Les travaux d'équipe, Ben, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce qu'une fois Ouais, qu'on t'as arrive raison. sur le marché de l'emploi, il va encore avoir des gens avec qui on va travailler qui vont accrocher à certains niveaux. Ouais, je le là que- confirme. Oui, puis moi, je le vois aussi. Là, faut toujours communiquer, il faut toujours voir les attentes de chacun, les forces de En chacun, effet. mais il faut toujours se réadapter aussi. Je là. pense qu'à l'université, le problème, là, pour mon cas, puis je le dis haut et fort, c'est qu'on est des équipes de travail de 5, 6, 7 des fois, puis c'est juste que ça n'a pas d'allure pour faire un travail de 9 pages. Fait que c'est différent, dans le fond. Il y a différents contextes qui sont Exactement. plus Mais le difficiles, travail là. d'équipe Ouais. à travailler ensemble, ça, c'est Ouais. vrai que ça peut vraiment se transposer sur le marché du travail. Puis il faut toujours penser, Steph, puis ça, je le dis à mes étudiants des fois dans un cours que je donne, pensez que les gens qui sont autour de toi, de vous, là, ben, c'est des gens que vous allez avoir dans votre milieu professionnel plus tard. Fait que c'est important aussi que dès maintenant, de commencer à développer des belles relations avec vos collègues de classe pour cette raison-là aussi. Puis surtout, s'il y a un problème, de ne pas accuser le problème, mais de trouver des solutions Oui. ensemble. Ça, c'est super Puis, important. je trouve là. que le travail d'équipe sous-tend une autre compétence là, qui est l'empathie. Tu sais, il faut être empathique, il faut être capable de comprendre l'autre, sa réalité, ce qu'il vit pour que le travail d'équipe soit cohérent et possible, là, finalement. Parce que tout le monde a ses défis, Ben mais de oui. se mettre à la place de l'autre personne, on peut mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, Alors là, on parle de communication, capacité à travailler en équipe. oui, puis finalement, ben pas finalement, mais la troisième, il y aurait aussi la capacité d'adaptation. C'est vraiment une compétence de savoir qui est vraiment demandée par les employeurs. Extrêmement. Oui, Surtout puis- aujourd'hui, dans Oui. tout ce qu'on nous demande. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, capacité d'adaptation, c'est quoi? C'est s'adapter à différents contextes, être ouvert à la nouveauté, faire face à la turbulence. Tu sais, il se passe de quoi rapidement, donc il faut y faire face. Mais surtout, de rester positif malgré ces changements-là. Oh. Puis, il n'y a pas vraiment de façon d'apprendre ça. C'est plus les situations, les changements de virement de bord, là, tout d'un coup, qui vont nous apprendre ça. Mais les voyages, c'est vraiment une occasion de développer cette T'es compétence-là. une vendue. Mais moi, je suis une vendue, Parce mais toi que, aussi. oui, moi aussi. En fait, Stéphanie m'avait accompagné la saison dernière quand je suis partie dans l'Ouest canadien, puis ça a été vraiment un beau voyage. Puis toi aussi, t'étais partie, Steph, pendant longtemps là, avec ton copain, il me Oui, on semble. est parti, pas 4 mois, mais plusieurs mois cet été. Là, Wow. Ouais, mais C'est vrai que ça bref, apprend beaucoup. Hein? Les voyages, en fait, on a toujours à régler des situations. Il y a toujours des choses qui arrivent. On fait preuve, en fait, d'autonomie aussi là-dedans. Là. Donc, ça, c'est vraiment très reconnu par les employeurs, là, cette compétence. Ouais, il faut vraiment apprendre à lâcher prise des fois, puis d'accepter que tout ne sera pas parfait tout de suite. Parce que quand on change beaucoup, puis on est en mouvement, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Puis ça signifie qu'on ne sera pas toujours parfait du premier coup. Puis il faut vraiment un relâchement puis un lâcher-prise. Puis se dire que si on risque rien, on n'a rien, là, finalement. La dernière compétence? Oui, bien en fait, les une autre compétences. une qualité là, de savoir-être, là, c'est l'organisation. Avoir des méthodes de travail, gérer ses priorités, remettre les trucs à temps. Ça, c'est vraiment là, très regardé par les employeurs. Puis ça va être des questions qui sont posées en entrevue, ça va être des attentes aussi des employeurs. Mais comme étudiant, on le fait un peu déjà. Mais il faut le faire comme il faut. Remettre ses travaux à temps, gérer comme il faut son agenda, bien gérer ses priorités dans toutes ses activités. Mais en tout cas, bref,
c'est vraiment une compétence qui est très, très, très demandée par les Oui, employeurs. puis de développer justement des petites choses, des fois comme le français, ben c'est moi à l'université, quand je corrige des copies d'étudiants, je me rends compte que c'est compliqué de ce côté-là, puis je me dis, ben sur le marché du travail, ça va se répéter aussi. C'est ça. Là. Puis C'est à d'où l'occasion, réfléchir, ça. en fait, quand on est étudiant, il faut prendre soin de ce savoir-être-là. Toutes ces qualités-là vont être demandées plus tard. Puis si on a des difficultés dans certains niveaux, il faut prendre soin de ça puis aller chercher des occasions pour se pratiquer, des occasions d'apprentissage aussi. Mais mettons, C'est vraiment pour primordial, là. la capacité d'adaptation, en terminant, comment qu'on fait pour se développer par rapport à ça? Justement, il faut vivre des expériences, se permettre, se donner une opportunité d'en vivre. Mais en fait, si on réagit mal par rapport à une situation, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire autrement la prochaine fois? C'est pas obligé d'être un grand voyage international. Ça peut simplement être dans des activités quotidiennes. Tu peux aller à Trois-Rivières pour revenir. Et voilà, puis ça peut être vraiment difficile pour quelconque raison. Mais il faut analyser ces situations-là puis vivre ça. Puis peut-être pour terminer, là, je suis allée assister à une conférence il n'y a pas très longtemps sur la transformation des emplois. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il disait que dans le futur, on va falloir davantage se spécialiser dans des domaines où la machine ne pourra pas. Puis ce qui ressortait, c'était uniquement des qualités professionnelles de savoir-être. Ah oui. On parlait en fait de trouver des idées originales, de résoudre des problèmes, de s'adapter, avoir de l'empathie, avoir des fortes habiletés de communication. Ben, avec l'intelligence artificielle, Ouais. tout, on dit qu'il va y avoir vraiment beaucoup de métiers, justement, de la relation d'aide, puis on va un peu s'écarter des métiers un peu plus manuels. Exactement. J'espère qu'ils vont en rester, là, par Puis exemple. des fois, ça fait peur, parce que hey, les emplois se transforment et tout ça, Ouais. mais je trouve qu'au contraire, l'humain va être mis vraiment au cœur, en fait, de toutes ces transformations-là. Moi aussi, je le vois Ouais. comme ça. Ouais. Alors, Stéphanie, c'était ta dernière chronique de la saison. Mais ça passe donc bien vite. Ça passe vite. Mais là, nous, on va se revoir dans notre party de Noël. Bonne année, Oui, vice-versa. bien sûr. Yeah! Et tu seras de retour avec nous pour une 6e saison, 5e pour ta part, à l'hiver 2020. Avec grand plaisir à chaque fois. Merci. Je te souhaite un Merci beaucoup. super beau Oui. temps des fêtes. Merci. Et on s'en va maintenant en musique avant de revenir avec notre invité de la journée. Notre invité professionnel aujourd'hui s'appelle Gabriel Girard et il vient de nous parler d'intervention en ligne. Alors, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi Je ne sais pas aussi. pourquoi, Marianne. Oui, on va avoir plein de questions. Oui, puis tu me disais que tantôt, dans ton école, il y a quand même beaucoup de jeunes qui jouent, donc il doit y avoir peut-être des problématiques des fois qu'ils rencontrent par rapport à ça. Ben oui, moi, ça me préoccupe, donc je suis contente d'avoir un spécialiste avec nous. Je pense que ça préoccupe beaucoup de gens à la maison aussi. Alors, dans quelques instants, ce sera ça à Bonheur et vice-versa. Et maintenant, on s'en va écouter une chanson de Emily King, Remind Me. Vous écoutez Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3 et CFAC 88.3. Forgot what it feels like. Been in the darkness till you came along. Showed me the daylight. Yeah. And now I'm trying so hard, but I can't shake it, shake it. Ooh, no. Ooh, no. I can't shake the memory. I can't fake it, fake it, fake it, fake it. Ooh, you remind me of something. You remind me of something. Something that I used to feel myself. Something that I used to feel like a heartbeat racing, like a new beginning. You remind me of something else. Something that I used to feel. Something like what I've been missing. Oh, like what I've been missing. Oh, something like what I've been missing. Oh, so long I didn't know the difference. Ooh, till you came around to remind me of what I've been missing. Sleep inside this dream, trying to wake up, waiting for something to come and rescue me. Give me a reason, yes. And now I'm trying so hard, but I can't shake it, shake it. Ooh, no. Ooh, no. I can't shake the memory. I can't fake it, fake it, fake it, fake it. Ooh, you remind me of something. You remind me of something. Something that I used to feel myself. Something that I used to feel like a heartbeat racing, like a new beginning. You remind me of something else.
slipped away. Oh, oh. But on my darkest day, you remind me of something. You remind me of something. Something that I used to feel myself. Something that I used to feel. Like a heartbeat racing. Like a new beginning. You remind me of something else. Something that I used to feel. Something like what I've been missing. Bonheur et vice-versa, complices de ton bonheur. Nous sommes dans la deuxième demi-heure de Bonheur et vice-versa, la demi-heure entrevue. Mais juste avant, on fait le tour de l'actualité du monde de l'orientation, de la relation d'aide, du développement de carrière avec notre journaliste Jennifer Gagné. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, Jen, aujourd'hui, je trouve que tu nous parles de sujets quand même qu'on a déjà abordés au cours de la saison. On voit que dans les nouvelles, vraiment, la génération Z, la place des femmes et des minorités, puis la conciliation travail-famille, c'est des sujets d'intérêt. Oui, c'est des sujets qui reviennent vraiment souvent. Mais la conciliation travail-famille, en fait, c'est qu'il est sorti le nouveau portrait 2019 de l'Observatoire des tout-petits. Oh. Donc, c'était les dernières données. Fait que je voulais faire une petite mise à jour, parce que d'habitude, on fonctionnait avec les études de 2015. Okay. Si je me trompe pas, 2016. Fait que on était plus à jour. Ton cœur de maman aussi avait le goût d'en parler. Oui, je pense que oui. Puis bon, ben, tu sais, c'est ma réalité quand même. Ben moi, je trouve que ça vaut la peine de le souligner quand même aux auditeurs parce que Jennifer, en plus s'occuper de tous nos médias sociaux, d'être journaliste à l'émission, elle a 3 enfants, fait une maîtrise en orientation. Je comprends rien. Moi non plus, je comprends rien. Elle nous fait tous sentir coupables à certains moments, mais puis elle réussit. Elle est très, très, très bonne à l'école. Je pense qu'elle adore. Oui, ça, puis en plus, vraiment beaucoup. Fait que... Oui. Alors, cette étude-là, on nous dit premièrement qu'il y a une source de stress de 40% chez les mères qui concilient les deux. En fait. Oui. En fait, ben, cet article-là parle pas tant de la conciliation travail-famille, mais plutôt d'une perspective au niveau de l'enfant. Mais effectivement, on met de l'avant que 40% des mères de famille éprouvent vraiment d'importantes sources de stress, comparativement à 23% des pères. Donc, OK, c'est ça, je me demandais, les pères sont où? Parce que moi, j'en connais des pères qui sont hyper stressés aussi par rapport à cette conciliation-là. Donc, on dit 23% des pères et on dit que c'est un chiffre qui est stable depuis 2012, tandis que les mères, ça ne fait que monter en flèche année après année. La pression qu'il y a sur les femmes pour être une mère, juste comme toi, tu sais, je veux dire, de retourner à l'école, de s'émanciper, d'avoir des enfants et tout ça, c'est une grosse pression. J'ai comme l'impression que chez les hommes, le rôle est peut-être un peu plus... je sais pas, moi, un peu plus dans le jeu avec les enfants. Il n'y a pas le rôle qui est comme au-devant de faire tout ce qu'il faut dans la maison. Il y a encore cette vision-là dans la société. Ben, au niveau de la charge mentale, oui. Au niveau de la charge mentale, c'est vraiment encore maintenant les femmes qui ont une grande partie, qui supportent en grande partie cette charge mentale-là liée à l'organisation de la maison. Fait que c'est sûr que ça augmente le stress parce que tu tiens les horaires de tout le monde. Il faut que tu vois à tout. Donc, tu n'as pas l'air d'accord? Ben oui, je suis d'accord. Mais aussi dans mon réseau, je connais des pères qui portent aussi ça. J'ai un père monoparental proche de ça moi. Ça arrive de plus en plus souvent. Oui, puis qui porte cette responsabilité-là. Puis on a souvent des discussions par rapport au stress que ça lui procure, puis ça remet en question, puis est-ce que je suis correcte dans l'éducation, puis tout ça. Donc, mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a plus de femmes qui portent ça, mais je salue aussi les hommes monoparentales. Est-ce qu'on parle des parents monoparentales dans l'article? Pas du tout. Non, on va parler de certains facteurs de stress qui vont augmenter ce sentiment de détresse-là chez les femmes et chez les pères aussi. Puis ce serait la pauvreté. La pauvreté va augmenter vraiment de beaucoup le sentiment de stress. Il disait qu'il y a quand même 10% des ménages qui ont répondu à l'enquête qui avaient une insécurité alimentaire à tous les jours avec de jeunes enfants. Donc, si tu sais pas si tu vas arriver à nourrir tes enfants, je présume que ton niveau de stress est quand même assez important. Donc, on parlait aussi que chez les parents qui travaillent, en fait, qui ont des emplois à temps plein, une des grandes difficultés, c'est de passer du temps de qualité avec ses enfants.
Mais ça doit tellement être dur, là, justement, de travailler à temps plein, gérer les enfants, l'éducation, tout ça. Mais c'est un mystère pour moi. J'ai pas d'enfants, là, puis je salue tous ceux qui en ont. C'est de trouver, de passer du temps de qualité, au moins, il disait pas un minimum d'heures, mais au moins passer un moment par jour de qualité pour être avec son enfant, pour jouer avec lui, pas pour lui donner des consignes, des devoirs puis des tâches à faire. Oui, Donc, puis j'imagine que ça peut aussi aider à baisser le stress. Si tu ressens que tu as donné un moment de qualité à ton enfant, bien au moins, il y a une certaine satisfaction aussi là-dedans. Là. Tu sais, satisfaction de se dire, j'ai été là pour lui, j'ai eu son amour aussi. Donc... Ben oui, tout est dans le lien. Ça renforce le lien Exactement. parent-enfant, donc en soi, ta satisfaction aussi. Là. La génération Z, maintenant, est-ce qu'on en parle? Oui, ben la dernière fois, moi, c'est la génération Alpha que je c'est vous ça, ai parlé. oui. C'est que la génération Alpha qui sont nés depuis 2010, en fait. Donc, celle-là, c'est génération Z, c'est ceux qui sont nés au tournant du millénaire, dans le fond. Donc, ils ont entre 13 et 22 ans. 13 et 22 ans, actuellement. Donc, les jeunes à ton école. Ça me plaît ça. Je pense que ça veut dire donc toi. Tu look 22 aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un article que je trouvais, somme toute, intéressant, qui apporte plutôt des généralités, pour ne pas dire des stéréotypes, sur cette génération-là, sous l'angle de 3 perspectives, si vous voulez. Donc, la première, en fait, c'est à partir d'un sondage de Léger 360 qui va recenser les différences entre les milléniaux. Oui. Eux, ils marquent millénarios. En tout cas, bref. Et la génération Z. Une des premières différences serait qu'ils ressentent beaucoup plus d'anxiété que la génération précédente. Donc, 73 % d'entre eux ont déjà eu d'importantes périodes d'anxiété. Mais là, je m'excuse, mais moi, mettons, je sais pas, là, j'ai 13 ans, puis là, je vois tout ce qui se passe dans les médias par rapport à l'environnement, puis tout ça, là, il me semble que c'est stressant, là, de pas savoir ce qui va se passer comme ça dans les prochaines années, là. Déjà que moi, je le suis, mais je me dis, je le vivrai peut-être pas, mais voilà. Ah ouais, ça, puis tout le reste, là. Oui, tout le reste. Puis, en fait, ils disent aussi qu'ils ont une grande firme d'entrepreneurs. Oh, ben donc, oui. oui. Oh, oui, c'est clair. Donc, vraiment plus envie d'être entrepreneur, de faire des choses, d'aller de l'avant. Une fibre environnementale aussi, comme tu le mentionnais. Donc, un souci de l'environnement, d'égalité. Donc, c'était les principales caractéristiques dans le sondage. Sinon, ça m'a interpellée un petit peu. C'est en fait une firme de marketing qui présentait certaines caractéristiques en emploi de la génération Z. Donc, on dit que ce serait des jeunes ayant un sens critique très développé, qui travaillent bien au départ, mais pas sur le long terme. Puis ça, je trouve, en tout cas, c'est des généralités. Hein? On en fait ce qu'on en veut. Moi, travaille bien au départ. c'est qu'il y aurait besoin énormément de valorisation, de changement. De se faire approuver, de se faire féliciter, de se faire encourager, alors que des générations antérieures, bien travailler, c'est un allant de soi. Donc, c'est pour ça que, selon cette firme-là, des fois, ça accrocherait parce qu'il n'y aurait pas la valorisation qu'ils veulent vraiment avoir. Ça, c'était un petit point qui m'avait quand même interpellée. Puis, pour terminer rapidement, en fait, l'autre perspective, c'était qu'il nous disait, en fait, que d'un point de vue démographique, tu sais, une génération, c'est aux 20 ans à peu près. Tandis que là, Z, puis Alpha, on parle de 10 ans. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie de donner des traits à des tranches de 10 ans. Puis j'ai comme l'impression que c'est aussi un peu plus tard encore que tu peux jeter un regard à l'arrière et dire, ça, c'était la génération. C'est exactement ça. Puis... C'est exactement ça. C'est difficile de tirer des points ou de voir des généralités quand est encore en développement, cette génération-là. À chaque semaine, Jen, on a un partenaire qui est très précieux pour nous, avec lequel tu collabores pour élaborer, justement, pour aller chercher tes nouvelles. Oui, c'est ça. Donc, moi, mes nouvelles, en fait, je vais les chercher sur le site de Orientation. C'est orientation.ceric.ca. Sur ce site-là, vous allez trouver, en fait, des onglets qui vont vous permettre d'aller vers des nouvelles qui vous intéressent, le marché du travail, l'éducation, l'employabilité. Puis, vous pouvez vous abonner aussi au bulletin. Puis à chaque jeudi, vous pouvez recevoir les nouvelles toutes fraîches. Exactement, et tu l'as bien dit, c'est Oriente Action, donc O-R-I-E-N-T, action comme je fais une action. C'est ça. .ceric.ca. Alors, je te remercie beaucoup, Jen. Ça me fait plaisir. On se retrouve à la dernière émission. Oui.
Oui, dans 2 semaines. Et on aura une petite surprise pour nos auditeurs dans ton cas pour la prochaine saison. On garde ça secret. On garde ça secret jusqu'à la dernière émission. D'accord. Alors, on s'en va maintenant en entrevue professionnelle et on parle des gamers. Je ne sais pas si vous le saviez à la maison, mais il y a des intervenants qui s'occupent de suivre et d'accompagner les gamers. Et ça, là, vraiment, directement sur les plateformes. On en parle avec Gabriel Girard à l'instant. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Bonjour Gabriel. Bien le bonjour. Bienvenue en ondes. Ben, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir accepté de venir à l'émission pour nous parler de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment abordé à notre émission. Et c'est l'intervention, une nouvelle forme d'intervention, c'est-à-dire l'intervention en ligne des joueurs de jeux vidéo. Oui, dans le fond, c'est une nouveauté qu'on a faite au début de l'année. Je dirais vers mi-janvier. Donc c'est tout nouveau. Ouais, on n'est même pas un an encore. Donc c'est vraiment, on a créé une plateforme. On a utilisé une plateforme qui existe déjà pour offrir de l'écoute, de l'accueil, puis une référence au niveau des jeunes qui peuvent vivre différentes problématiques. Est-ce que c'est un OBNL, une entreprise ou seulement une plateforme? Présentement, c'est vraiment juste un projet pilote. Notre but, c'est d'aller chercher des... Présentement, là, on tombe dans l'optique où il faut aller chercher des partenaires financiers pour en faire une OBNL. C'est le fun de pouvoir aussi avoir justement des entrevues radio et tout ça, Ouais. et même une entrevue télé pour vous faire connaître, parce que tu as été à l'émission, rappelle-moi déjà. Zone franche. Zone franche, c'est ça, on en parlait avant de rentrer en ondes. Tu as été invité pour parler justement des jeux vidéo, puis c'était une émission assez corsée. Fait qu'on voit que dans la société en général, il y a quand même une vision un peu taboue de tout ça, parce qu'on voit d'un côté, en tout cas moi, j'ai déjà été avec un coloc dans le temps qui jouait tellement aux jeux vidéo qu'à un moment donné, il sortait même pas du tout de sa chambre et même qu'il en est tombé malade. Fait que c'est sûr que les gens qui voient ça, ça marque l'imaginaire, mais il n'y a pas juste ça non plus, là. Ben, c'est sûr qu'il faut pas mettre tous les jeux vidéo dans le même bateau, comme l'émission, on l'a mentionné aussi dans l'émission. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo. Il y a plusieurs façons de jouer aux jeux vidéo. Donc, on a jouer de façon récréative, on peut jouer de façon plus sportive, on peut jouer de façon plus professionnelle. Donc, tout dépendant de ce qu'on va faire, tout est dans l'utilisation. C'est comme jouer, exemple, au hockey. On peut jouer dans Ruelle comme on peut jouer dans la LNH. C'est pas... J'ai besoin de précision sur les 3 formes. Je sais pas pour toi, Marianne, là, mais tu sais, comme, mettons, professionnel, est-ce que tu sais c'est quoi, toi? Non, Ben, oui. est-ce que ça serait ça qui... Non. Quand on parle de professionnel, c'est vraiment le e-sports qu'on Ah, ok, appelle. oui, oui, C'est vraiment faire partie d'une équipe sportive de e-sports et faire de la compétition à travers le monde, que ce soit à travers le monde, au Canada ou des choses comme ça. Ça, le professionnel puis sportif, compétitif s'imbriquent un dans l'autre. Oui, en fait, le compétitif va faire partie du sportif, mais moi-même, je fais du compétitif sans nécessairement être un professionnel. C'est ça. Puis, au niveau, mettons, du jeu vidéo, quel problème tu as remarqué au départ, toi, pour avoir envie, justement, de partir un projet comme ça? En fait, c'est pas un problème que j'ai observé. Okay. J'ai écouté le documentaire Bye d'Alexandre Taillefer. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça m'a vraiment marqué. C'est venu me chercher parce que à travers ce documentaire-là, Mané, il parle de justement la plateforme Twitch, la plateforme que j'utilise pour diffuser mes lives. Son fils, Alexandre Taillefer, aurait suivi un streamer qu'il adorait, un streamer américain, et il lui aurait envoyé de l'argent. Ce dernier lui aurait répondu « Hey, merci, t'es mon chum, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, je vais être là. » Quand ce jeune-là a eu besoin d'aide, il n'a jamais eu la réponse qu'il aurait dû avoir. Donc moi, je me suis dit, s'il y avait quelqu'un qui répondait à ça, s'il y avait quelqu'un qui pouvait être là, quand ces jeunes-là, ces ados-là, ces adultes-là avaient besoin de parler. C'est parti vraiment de cette émission-là. C'est vraiment quand parti même. de cette émission-là. Ça a eu un impact. Là. Ouais. Ouais. Moi, c'est venu me chercher énormément. Puis toi, tu étais un joueur depuis longtemps? Moi, j'étais un joueur depuis longtemps. Puis est-ce que tu considères que, dans le fond, ta façon de consommer le jeu vidéo est saine? Est-ce que tu as eu des moments où c'était... Honnêtement, c'est assez relatif. J'ai des gens qui vont jouer 2 heures et ça va être problématique, qui vont jouer 2 heures par semaine. J'en ai qui vont jouer 30 heures par semaine et c'est pas problématique. On parle d'une dépendance quand c'est comme la dépendance à l'alcool ou la drogue, quand ça vient affecter tes sphères de vie sociale ou tes sphères connexes. Quand ça devient un problème au niveau de ta vie en général, là, on peut parler d'une dépendance. C'est sûr que ça peut amener différentes problématiques
externes. Exemple, si on fait juste rester assis, ben là, il y a une prise de poids, des choses comme ça. Mais autant que ça peut être nocif, autant que ça peut être excellent pour la santé, ça peut être bon pour le développement de certaines choses. Tout le monde le vit différemment, finalement. Exactement. Ouais, puis les points positifs, là, tu nous en as parlé un peu des points plus négatifs. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi? Ben, au niveau de la concentration, ça peut améliorer la concentration. Les réflexes, ça peut améliorer les réflexes. Quand on parle de jeux un peu plus sportifs, là, first-person shooter, des choses comme ça. Donc, il y a quand même des bons points. Excuse-moi. Je peux juste... Oui, ça a été vite, hein? Excuse-moi. Les first-person shooters qu'on appelle vraiment un jeu de type Call of Duty, Overwatch, où ce que c'est des jeux où ce qu'on est vraiment dans l'action, ce que c'est du... on doit tirer, on doit viser, on doit... Donc, c'est de la tactique, parce que honnêtement, il y a certains jeux que c'est comme jouer à un jeu d'échecs. Hey, je suis tellement mauvais là-dedans. Là. Puis, mais le pire, c'est que, tu sais, mettons, quelqu'un me disait, hey, on joue, puis moi, j'aime ça parce que je trouve ça trillant un peu, là. Mais maudit que je suis pas... Le monde aimait ça jouer avec moi quand j'étais jeune parce qu'il gagnait tout le temps. Je suis un peu comme ça, moi aussi, quand j'étais petit. Je suis d'accord. Là. Mais effectivement, ça prend beaucoup d'analyse. Donc, on va vraiment développer le côté de l'analyse. On va développer aussi son côté de réflexe parce que s'il y a quelqu'un qui te voit, si toi, t'as pas déjà le réflexe d'avoir préparé ton coup, c'est fait. Bon, il va vraiment avoir La stratégie, qui est faite. L'analyse, ouais. Puis là, tu me dis que tu as parti, dans le fond, une plateforme, mais je veux dire, avec l'école, avec comment tu as parti ça? J'ai parti ça sur un coup de tête bénévole chez nous. Je me suis dit, s'il n'y a rien qui existe, moi, je vais être là. J'ai parti ça tout seul. J'avais aucun but, aucune idée en tête. J'ai juste dit, je vais m'appeler Intervenant Gamer, puis je vais gamer sur la plateforme Twitch. Puis finalement, je pense que les gens ont accroché. L'idée a été vraiment intéressante. Les gens ont commencé à venir me voir plus régulièrement, tellement que j'ai dû aller chercher d'autres intervenants pour m'aider. Puis maintenant, on est rendu 8 dans le projet. Okay. Comment tu as fait ce recrutement-là? C'est avec des gens que tu gamais? Moi, la première personne que j'ai été chercher, c'était un autre streamer, une streamer, on va dire ça comme ça. Ben, une streamer, c'est quelqu'un qui est sur la plateforme Twitch qui va diffuser en live. Elle va faire du streaming. Diffuser en live, c'est que pendant que tu joues, dans le fond, Il y a une caméra qui nous filme et qui montre aussi notre écran, donc les gens peuvent nous regarder jouer à des jeux vidéo en ligne. C'est un peu comme regarder une partie de hockey, sauf que la différence, c'est que tu peux interagir avec le commentateur. OK. C'est un peu ça. Oui. Ou le joueur directement. T'sais. Puis les gens que tu recrutes comme ça, est-ce que c'est des gens comme toi? Est-ce que tu as une formation d'intervention? Oui, c'est là que je m'en allais justement. Là. J'ai dû trouver des gens qui sont à la fois streamers et intervenants, dans un sens, parce que je voulais m'attendre à avoir quand même un minimum de professionnalisme. Il faut aller chercher ça pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, chaque personne qui fait partie du projet ont une formation dans le domaine de l'intervention, que ce soit travail social, psychologie, criminologie ou éducation spécialisée. Donc, ils ont vraiment chacun une formation. Dans quoi tu as étudié, toi? Éducation spécialisée. Est-ce que, dans le fond, tu es éducateur spécialisé aussi présentement? Oui, je travaille dans un milieu de vie pour jeunes adultes au niveau des jeunes autochtones. Ah, wow, OK, super. Fait que là, vraiment, en plus, il y a non seulement le fait que tu as la compétence du gamer, le vécu puis tout ça, mais en plus, tu as l'expérience professionnelle qui vient avec. Là. Effectivement. J'ai travaillé dans à peu près une couple de sphères. C'est quoi quand les gens viennent te voir, est-ce qu'il y a une problématique que tu rencontres qui est plus universelle? Est-ce que c'est différent pour chaque personne ou c'est quoi les difficultés? L'imaginaire collectif nous dit souvent que c'est la cyberdépendance comme étant le problème, mais moi, je le vois pas comme étant le problème. C'est rare. C'est pour vrai, je pense que ça m'est arrivé une fois depuis le début de l'année qu'on a parlé de cyberdépendance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont utiliser le jeu vidéo souvent pour se cacher ou juste comme bien se sentir dans un endroit qui est réconfortant pour eux, sécurisant. Donc souvent, on va parler d'intimidation. Hein? On le sait que l'intimidation, maintenant, c'est plus juste à l'école, ça devient sur les médias sociaux, ça te ramène tout le temps. Donc les gens vont venir me voir pour ça, juste pour ventiler par rapport à l'intimidation. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je le vis? T'sais? On va parler aussi recherche d'identité. Hein? Ça arrive beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus ouvert, moins tabou. On va parler de problèmes familiaux. On peut aller malheureusement jusqu'à des idées suicidaires. Donc là, à ce moment-là, on a déjà quelque chose qui est mis en place pour ça. Mais on touche pas mal à tout au niveau des problématiques. Là. Santé mentale aussi. Donc, c'est comme un symptôme aussi quand on voit quelqu'un est plus dans la dépendance du jeu. C'est comme la dépendance de l'alcool, des drogues. C'est exactement ça. La dépendance, c'est l'utilisation. Dans le fond, la dépendance, c'est vraiment un moyen d'adaptation qui est pas adéquat. On va tenter de combler une souffrance par quelque chose d'autre. Et comment ça fonctionne vraiment organisationnellement? Là? Comment ça fonctionne, c'est que l'intervenant qui est là de soir, parce qu'on est principalement de soir, va être live, il va jouer à des jeux vidéo en ligne et il est là, il est disponible, il va jaser avec les gens qui viennent le voir.
Et par la suite... Est-ce que c'est un jeu en particulier? Ou... Non, ils font ce qu'ils veulent. Ils jouent au jeu qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est comment que vous êtes là? Tu parles de la plateforme Twitch, moi je connais pas du tout. Là. OK. La plateforme Twitch, c'est une plateforme de diffusion live de jeux vidéo. Donc, principalement des gens qui vont diffuser des jeux vidéo. Populaire, j'imagine? Non, pour vrai, je joue à 10 bouts sur Twitch. Là. Okay. Je joue pas mal à ce que je veux. Là. OK, mais je veux dire, la plateforme Twitch est populaire. La plateforme Twitch est très populaire. Okay. On parle des millions et des millions d'utilisateurs. Donc, nous, on est vraiment juste disponible là. Puis les gens peuvent nous trouver facilement, là, c'est pas un problème. Puis une fois que les gens viennent nous voir dans le chat, ils vont parler, on va discuter, puis c'est eux qui doivent venir nous voir. C'est pas nous qui va vers eux, à moins que ce soit une autre personne qui me dise « Hey, viens sur à telle place, j'ai quelqu'un qui va vraiment pas bien. Okay. » On fait ça aussi. Mais d'emblée, c'est les gens qui viennent nous voir. Ils me disent « Gab, ça va pas bien aujourd'hui, j'aurais besoin de parler. » Puis on s'en va en individuel, confidentiel, privé, il y a personne d'autre qui entend. C'est ce que j'allais demander. Là. Ouais. Okay. On utilise une plateforme connexe qui s'appelle Discord, qui est un peu le Skype des gamers. Donc, on va utiliser cette plateforme-là. Puis celle-là nous permet d'avoir justement une confidentialité là, pour qu'on puisse vraiment parler avec la personne puis référer vers les bons organismes. Est-ce que tu tiens des dossiers, des notes évolutives? Ou... Je ne tiens pas de dossier ni de notes évolutives, considérant que c'est confidentiel puis que de toute façon, c'est un faux nom. Faut pas oublier que les gens utilisent des nicknames qu'on appelle, c'est des avatars. Mais j'ai des statistiques avec les noms d'avatars. Donc, ça me permet d'avoir une idée de combien de personnes qui vont venir chercher de l'aide par mois, de quoi qu'on va parler à peu près, mais ça reste confidentiel. Est-ce que la demande est grande, justement? Je vous dirais, dans les débuts, ça a monté vraiment rapidement. Le premier mois, janvier, j'ai eu 3 personnes et le deuxième mois, j'étais à 30. Ah oui, puis après ça, j'ai fait du 50 à peu près. Là. Fait qu'on se tient entre 40 et 50, notre moyenne. Là. C'est pas mal ça par mois qui vont venir chercher de l'aide. Mais le monde qui vont venir nous voir, c'est beaucoup plus. Là. Et là, on voit qu'il y a vraiment un besoin. Pour l'instant, c'est bénévole. Donc, et c'est sûr et certain que j'ai comme l'impression que vous joignez un peu l'agréable, l'utile à l'agréable. Parce que si tu joues en même temps et tu es connecté, c'est sûr et certain que là, au moins, tu fais quelque chose que tu aimes. Puis, tu peux aussi apporter une aide en même temps. L'avantage qu'on a de jouer à des jeux vidéo en même temps, c'est que la personne se sent pas dans un bureau, se sent pas devant quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc, je suis au même niveau que toi. Tu peux me battre dans le jeu vidéo puis on va avoir autant de plaisir. L'autre avantage aussi, c'est qu'on a le même langage. Hein? Les gamers, ensemble, on a un certain langage. On a des insights qu'on appelle, des mots qu'on utilise. Donc, quand j'utilise le même mot que lui, c'est rassurant pour lui. Puis en même temps, c'est pas dans un contexte formel. Donc, c'est plus facile pour lui de parler. On a tous déjà trouvé plus facile de parler à un inconnu de nos problèmes que notre meilleur ami ou des choses comme ça. Parce qu'on le sait qu'il connaît pas nos problèmes dans la vie, puis on va peut-être pas le revoir ou quoi que ce soit. Donc, l'avantage, c'est que je le sais quoi faire, je sais quoi dire, puis je vais être là quand il y en a besoin. Est-ce que vous avez un plan stratégique de développement? C'est une très bonne question. Pour l'instant, je veux vraiment aller me chercher au niveau de cette année, je veux vraiment aller chercher des statistiques, montrer que le projet est viable, montrer que c'est un besoin puis qu'il y a la demande. Et pour 2020, ça serait vraiment mon petit rêve personnel, c'est de partir à un OBNL. Ou je sais pas encore, si on va aller chercher du financement au privé, on le sait pas, là, partenaire financier, ça peut toujours aider. Mais mon but, c'est vraiment d'en faire un travail parce que je pense que on s'en va là-dedans. Là. Oui, exactement. Ça fait partie de nouvelles technologies. C'est original au bout en plus. Là. On est les seuls au Canada présentement. Ah oui. Bravo pour le leadership, là, vraiment. Puis moi, j'aimerais profiter de ta présence pour te demander conseil par rapport à si je travaille dans une école secondaire, si j'en côtoie des jeunes là, qui ont cette dépendance-là comme toute autre dépendance aussi. Est-ce que tu aurais un conseil ou est-ce que je peux les conseiller à aller sur ta plateforme, justement, si je vois qu'ils sont sur... Oui, bien, c'est sûr que les référer vers ma chaîne, c'est facile parce que ça permet aussi... Quand on n'a pas nécessairement toute la connaissance, c'est pas évident, ça peut être stressant, puis des fois, on a peur de dire la mauvaise chose. Mais c'est sûr que d'emblée, moi, ce que je vais te conseiller, c'est que de peut-être t'informer sur c'est quoi les jeux qu'ils jouent. Okay. J'imagine qu'on a du Fortnite, clairement, là. Mais en apprendre un peu sur le jeu, parce que ça permet aussi d'avoir une discussion avec eux. Une fois que tu crées un lien avec eux, ils vont te dire tout ce que tu as besoin de savoir au niveau du jeu, là. Et par la suite, ça peut être faisable de parler avec les parents aussi, là, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on démonise énormément le jeu vidéo, mais il n'y a aucun contrôle qui est fait avec ça. Puis là, on parle des parents, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est parce que moi, ce que je remarque en tout cas, je ne pointe personne, mais des fois, c'est un moyen facile d'occuper les enfants aussi, là. Oui, j'ai travaillé en restauration aussi, là, puis c'est assez intense qu'on voit, là. Souvent, la première chose qui nous est demandée, c'est pas est-ce que je peux avoir de l'eau, mais c'est quoi le code du Wi-Fi pour
pour plugger les enfants, malheureusement. Je dis pas que le jeu vidéo, c'est juste bon. Là. Ça, là, c'est mauvais côté aussi. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut sensibiliser tout le monde, en fait, que ce soit les parents, les enfants, parce qu'une fois qu'on sensibilise, les gens vont être beaucoup plus à l'écoute de ce qui peut arriver, effectivement. S'ils peuvent pas le savoir, ben on peut pas les aider. Ben, je suis vraiment content de savoir que ça existe, sérieusement. Je trouve ça super bien. Puis je te souhaite vraiment bonne chance. On sent une fibre aussi entrepreneuriale. À ce moment-là, où, dans un début de projet comme ça, c'est trillant, c'est le fun. Oui, je dors pas beaucoup. J'aime ça. Sûrement, oui, parce qu'en plus, avec les 2 jobs, là, on te comprend. Donc, on te souhaite vraiment bonne chance. Puis, si on veut avoir des informations, y a-t-il une page Facebook? On a un site Internet, en fait, qui est www.intervenantgamer.com. Aussi facile. Oui, je vous laisserai des cartes, j'en ai. Super. Puis le gamer, est-ce que c'est avec un S ou... C'est pas de S, c'est gamer en Vendredi, anglais. de toute façon, je vais m'occuper de ça. Notre journaliste, je vais m'occuper de ça, va publier toutes les informations là, nécessaires pour que les gens puissent avoir la référence aux besoins. Fait qu'on te remercie beaucoup de t'avoir déplacé aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne chance dans ta carrière. Merci à vous. Et puis, on termine, c'est vrai, toutes les fois, je manque de l'oublier avec ta chanson Bonheur. Pourquoi c'est ta chanson Bonheur? C'est une de mes intervenantes qui m'a fait découvrir ça. Je l'écoutais maner, puis elle aime ça, puis depuis ce temps-là, je la mets tout le temps au travail, puis je trouve qu'elle est trop joyeuse. En effet, je la trouvais moi aussi joyeuse. Avoue, hein, il n'y a rien de spécial, c'est juste... C'est juste, c'est une instrumentale. C'est instrumental, c'est un DJ qui utilise du saxophone. C'est juste bon. Ben, c'est exactement le concept de Bonheur et vice-versa. Si vous l'avez compris, juste une chanson qui nous rend heureux pour pas de raison. Voilà. Alors, vous écoutez Bonheur et vice-versa. Juste après la pause musicale, on est en entrevue, encore une fois, avec Claudia Gagnon, présidente de Enactus, association de l'Université Laval. On revient dans quelques instants.
êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On est dans la dernière demi-heure de l'émission et on continue à parler un peu d'entrepreneuriat. Oui, c'est ce qu'on encore. parlait juste avant la pause musicale. Je trouve que le lien est parfait, Maxime. Oui, hein? exactement. La saison dernière, en fait, on était au Gala de la vie étudiante. Puis, on a été récompensés. On a rencontré plein de monde, dont des gens de chez Enactus, qui est une association de l'Université Laval. Et on trouvait ça vraiment intéressant de vous en parler aujourd'hui. Le mercredi, à Chiz 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Alors, aujourd'hui, on reçoit donc Claudia qui vient nous parler de Enactus. C'est la nouvelle présidente d'Enactus de l'Université Laval. Bonjour, Claudia. Bonjour. Bonjour. Alors là, on va le dire aux auditeurs en ondes, t'es comme arrivé sur un cheveu sur la soupe, puis on t'a même pas expliqué là, comment ça se passait, fait que ça va être du homemade aujourd'hui. Freestyle. Parfait. Ouais. On va demander aux auditeurs d'être indulgents si jamais là, on sait pas où on s'en va, mais je vais te guider ça parce que moi, entre Enactus, c'est vraiment quelque chose qui a attiré mon attention. Rapidement, est-ce que tu peux nous dresser un petit topo, un petit résumé? Mettons, je te dirais, c'est quoi Enactus? Oui, bien, Enactus, c'est une communauté mondiale de leaders qui voient l'entrepreneuriat comme un moyen de faire un changement social dans leur communauté. On est dans 1700 villes, plus d'une trentaine de pays. Donc, c'est pas unique à l'Université Laval. Non, même le Québec, il n'y a pas beaucoup d'Enactus qui sont à Québec, mais nous, c'est Enactus Université Laval. C'est un mouvement, finalement, un peu. Bien, c'est un petit peu... je compare ça à Médecins sans frontières. là. Ouais, c'est Donc, ça. ouais. Ah, ben oui, puis Enactus, dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça non plus, là, que c'est à l'Université Laval. Ouais, ça a commencé en 2016. Et l'ancienne présidente, rappelle-moi son nom, 2015 ou 2016, pardon. Victoria Tan. Victoria, qu'on salue à la maison. On l'avait déjà eu en entrevue. C'est elle qu'on avait rencontrée l'année passée. Et là, c'est toi qui as pris la présidence cette année. J'imagine que c'est quand même des gros défis parce qu'à Enactus, il y a beaucoup de projets qui chapeautent. Oui, bien, c'était plutôt un défi étant donné que l'équipe a grandement changé à partir du moment où les élections ont été faites en avril. OK. Donc, c'était vraiment de rebâtir une équipe, puis rediriger vers quel endroit on voulait s'en aller. En fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tous les membres ont changé ou... Je dirais qu'il y a un projet qui a subsisté puis que les membres sont restés, mais pour le reste, ça a presque tout changé. Donc, Quel c'était- projet? Donc, Entraidon, je sais pas Oui, si... Entraidon, c'est justement le projet qu'elle quoi, nous avait Entraidon? parlé. Entraidon, rapidement. Ouais, Entraidon, c'est une monnaie locale qui est dans Saint-Roch qui vise à tisser des liens, donc de favoriser plus l'intégration des personnes qui sont dans le besoin dans Saint-Roch. Donc, en leur donnant une monnaie qui peut s'échanger dans les commerces partenaires dans Saint-Roch. Ah, wow, OK. Oui, super. vraiment. Puis il y en a plein, Marianne, des projets comme ça. Tu sais, dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est qu'Enactus, un peu n'importe qui peut arriver avec un projet à valeur sociale ou entrepreneuriale, puis dit toc, 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 moi, j'aimerais ça développer ce projet-là, mais j'ai besoin d'aide. Oui, mais c'est exactement ça. On est là pour les aider. On a des ressources humaines, des ressources financières. On leur permet d'aller participer à des concours Enactus 3 fois par année. Donc, la finale régionale, la finale nationale, puis si on se qualifie, la finale internationale. Puis à ce moment-là, ben leurs projets peuvent être présentés devant ces jurys-là. Mais à partir du moment où les projets sont avec Enactus, ça devient un projet Enactus et non pas un projet personnel de la Puis personne. il faut être étudiant, j'imagine, à l'université, hein? Oui, il faut Comme être étudiant. Gabriel, ça marcherait pas. Et bien là, c'est ça, c'est que dans le fond, Gabriel, qu'on vient juste de recevoir, perdrait un peu son bébé s'il l'amenait chez vous, si je comprends bien. La personne peut ouais. rester avec vous pour s'impliquer, j'imagine? Qu'est-ce que tu veux dire? Admettons, il y a une personne qui Ouais. arrive avec un projet, là. Enactus le prend totalement sur son dos, mais il n'inclut pas la personne ou vous incluez la personne qui amène l'idée? Oui, je me suis peut-être mal exprimée. La personne devient le project leader. Là, Oh, elle devient ok, maître de je son comprends. projet. Ok. C'est juste qu'en fait, pour que nous, Enactus, on puisse continuer à vivre, ben il faut que Oui. nous, on inclut nos projets. C'est pas juste le projet, puis Je Enactus comprends. donne. C'est une bannière, là, ça devient quand même le partenaire numéro 1 Enactus du projet, en fait. On devient comme un incubateur. Oui, exactement. C'est un bon mot, ça. Puis vous êtes justement dans le parcours entrepreneurial de l'Université Laval. Vous faites partie de ce parcours-là. Oui, donc on était à la centrale. Oui. Puis à ce moment-là, n'importe qui de la communauté universitaire peut venir à la centrale. Puis si à la première séance, là, introduction à l'entrepreneuriat, puis si ça a interpellé par les valeurs d'Enactus, puis si c'est plutôt un projet, ben il peut se diriger vers nous. Puis on va l'aider. Et quel projet présentement Enactus supporte? Là, présentement, c'est ça. On a Entraidon, mais on est en train d'en créer il y aurait probablement 2 nouveaux cette année. Oh, super. Puis j'ai vu que dernièrement, justement, vous aviez eu une soirée à Entrepreneuriat U-Laval ou à la centrale pour générer des idées. Oui, mais c'est ça, je me rappelle même plus la date, là, mais... Oui, mais ça a été fait au mois de novembre, je crois. Ouais, Ça va c'est vite sur la fin de session, hein? T'es-tu en fin de session, toi aussi? Oui, absolument. Ouais, hein? T'es étudiant en quoi?
Je suis en administration comptabilité. OK, super. Puis est-ce que tu vois des opportunités pour ta carrière future en t'impliquant dans Enactus? Oui, mais je suis principalement intéressée un petit peu par le capital de risque puis le reprenariat. Donc, ou même les aspects de la gouvernance, je dirais. Donc, c'est le reprenariat, là, c'est reprendre une entreprise? Oui. OK. Oui, mais vraiment, tu sais, le contexte au Québec, c'est vraiment un bon contexte pour ça, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de petites entreprises qui, justement, puis étant donné que c'est comme l'époque des baby boomers, ben, les gens, en fait, qui avaient des jobs puis qui commençaient à les laisser, ben, des personnes qui avaient des entreprises, des PME, ben, ils commencent à les laisser. Il y en a beaucoup à vendre. Oui. Il y a des grosses opportunités en reprenariat. C'est un concept qui est comme... Moi, c'est vrai, moi non plus, je savais pas c'était quoi avant dernièrement, puis je me suis dit, il faut bien que ça existe à quelque part, hein? Donc, toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce quelque chose que tu voudrais ramener à Enactus, un projet qui existait, puis le développer comme d'une autre façon? Ou, Le reprenariat, tu veux dire? Oui, ça se pourrait-tu se faire, du reprenariat chez Enactus? Mais je pense qu'on n'y a jamais pensé, mais ça serait vraiment une excellente idée, en fait, de reprendre les entreprises. C'est mon idée. Je mets mon tag. Et si on veut participer à l'association, est-ce qu'il y a encore des possibilités de le faire? Là, j'imagine le CA est formé. Oui, c'est notre conseil d'administration est formé. Mais comme je disais, étant donné qu'on est comme dans une année où on est comme en transition, on a vraiment besoin de personnes qui ont envie de partir des projets. On en a 2 personnes qui veulent être chargées de projet auprès d'Enactus. Okay. Mais il reste quand même que plus qu'on a d'idées de projet, ou même 2 project leaders, 2 personnes qui ont envie d'être chargées de projet peuvent se rencontrer et se dire, en fait, peut-être que notre projet pourrait collaborer ensemble. Là. Exactement, OK. Puis, mettons, comment on fait pour vous approcher et tout ça? Ils peuvent nous écrire ça. C'est vraiment par la page Facebook que c'est le plus facile. La page Facebook. Et là, c'est quoi les étapes? Là, tu parlais d'un concours là, provincial. C'est quoi cette année? Où vous allez? Puis peut-être ça peut donner le goût à la maison aux gens d'embarquer. Oui. Donc, en mars, c'est la finale régionale qui est à Mississauga, proche de Toronto. Okay. Puis à ce moment-là, on va pitcher les projets qu'on a faits durant l'année devant des gens d'affaires qu'on est notés selon certains critères. Puis la finale nationale qui, elle, est en mai. Puis une année sur 2 est à Vancouver. La deuxième année est à Toronto. Oui. Et non pas Mississauga. Puis là, cette année, les 2 sont comme à Toronto. Puis finalement, l'international change presque à toutes les années, je crois. Donc, c'était en septembre cette année en Californie. Puis en septembre prochain, ça va être aux Pays-Bas, si je ne m'abuse. Wow. Ouais. Puis est-ce que c'est des choses que, dans le fond, si vous vous qualifiez, le Enactus finance pour les membres qui s'y rendent? Ou... ça dépend de chaque année, les membres qui constituent, qu'est-ce qu'ils ont envie, de comment on a envie de faire le budget. Mais je sais que dans les années passées, c'était grandement subventionné par l'équipe. Ouais. Puis l'année passée, vous êtes rendu jusqu'à Vancouver? Oui, on s'est rendu en semi-finale de Vancouver. Donc, il faut gagner la finale nationale, par contre, pour pouvoir représenter le Canada à la finale internationale. OK. Donc, on va vous souhaiter bonne chance à ce niveau-là. Merci. Bienvenue. Alors, si on veut des informations, on peut se rendre donc sur la page Facebook d'Enactus et on peut aller justement vous lancer un petit message, puis j'imagine qu'il y aura les procédures, puis vous allez prendre en charge les idées qui vous viennent. Oui, bien, on a notre site web aussi d'Enactus, puis notre site web d'Entraidon. C'est juste que, mettons, niveau communication, c'est plus facile par la page Facebook. Plus facile. De nos jours, je pense que c'est vraiment un must. Alors, je te remercie. Merci et beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de session. Merci, c'est gentil. Courage. Oui, courage. Alors là, je vais m'excuser en ondes à mon directeur musical, mais il n'y a pas de publicité dans mon jazz là. Alors, on va repartir en musique, puis on va appeler Marie-Ève Lessine pendant ce temps-là. Juste après la pause musicale, restez en ondes tout le monde, parce que on va avoir avec nous Marie-Ève Lessine qui nous fait une méditation guidée en direct. Sur l'amour. Oui, sur l'amour. Restez avec nous, là. Yeah, puis on y va avec une chanson qui va peut-être vous mettre dans un esprit in love. Voici Follow the Sunshine à Bonheur et vice-versa. Whatever it is I feel today, I will just let it come my way. Beauty is in the little things, and I love the song that nature sings. From what I see outside, it looks already better than yesterday. Forward I go, present in the now. I'll follow the sunshine, I'll follow it home. Wherever it leads me, that's where I will go. Whenever you hide from me behind the crystal clouds,
I know in the end you'll always come around. I know that it's easy to complain, and why would you let this spoil your day? And it is not what you possess, but freedom creates my happiness. And it is all about sweet memories, we got to make them last. Forward I go, pressing in the night. I follow the sunshine, I follow it home. Wherever it leads me in, that's where I will go. Whenever you hide from me behind a crystal cloud, I know in the end you'll always step by step. No need to rush. You can change your whole life in one day. Whatever I'm about to face, I just look up to the sky and follow the sunshine, follow it home, wherever it leads me. Alors, c'est dans un esprit zen qu'on va continuer cette émission. Alors, depuis le début de la saison, on a la chance d'avoir Marie-Ève Lessine, professeure de méditation et propriétaire de l'Elite Bee Méditation, qui nous parle de pleine conscience et de méditation. Il nous a donné plein de trucs au cours de la saison. Et là, la semaine passée, malheureusement, étant donné que l'émission n'avait pas lieu, on avait manqué la chronique de Marie-Ève. Moi, je dis non, pas question. Et moi, je suis tellement contente, oui, Marie-Ève, que tu sois avec nous. Elle est de retour donc cette semaine et elle nous parle de méditation, mais aussi elle nous fait méditer dans quelques instants. Vivez la pleine conscience avec notre collaboratrice spéciale, Marie-Ève Lessine. Alors, bonjour ma chère Marie-Ève. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Allô Marie-Ève. Alors, oui, Marianne est avec nous aujourd'hui. Jennifer va être aussi présente. Oui, je suis là. Alors, aujourd'hui, tu me disais, tu étais comme un petit peu inquiète hier, puis tu me disais, ben là, Max, j'ai comme peur là, que je vous sente pas, qu'il manque de contact vu que je suis au téléphone. Moi, je suis toute là, Marie-Ève, en tout cas. Le contact est important, justement, j'imagine, quand tu fais des méditations guidées. Mais c'est sûr, parce que c'est comme s'il y a une partie qu'on pouvait ressentir dans le corps. Une partie de l'information, c'est pas juste intellectuel, c'est aussi corporel. Le non-verbal, ce qu'on ressent en direct. Donc, la méditation, c'est ça que ça nous apprend, c'est beaucoup de vivre dans notre corps et de prendre ces repères-là. Donc, au téléphone, c'est vrai que j'avais un peu plus d'appréhension. Et justement, toi, tu es habitué quand que tu fais des méditations guidées au monastère des Augustines. Là, la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait quasiment 50 personnes. Ça doit dégager toute une énergie. Oui, puis on les amène justement dans une belle énergie parce que la méditation, c'est finalement travailler le focus et l'attention. Et donc, on s'entraîne à amener notre attention sur des choses qui font du bien au corps, à l'esprit. Et donc, dans ces énergies-là, quand il y a 50 personnes qui vont méditer sur des belles choses comme l'amour ou sur l'apaisement ou sur, je sais pas, que des belles qualités comme la patience ou la confiance, c'est sûr que ça change beaucoup l'énergie d'une salle. Oui, en effet. Puis, aujourd'hui, dis-toi qu'on va peut-être faire quelque chose que tu as fait rarement, de faire une méditation au téléphone, mais en plus, toute seule dans ton bureau. Oui, c'est ça. Et avec plein d'auditeurs. Ben oui, mais ça va leur faire du bien, c'est sûr. Puis, oui. Ça va être un bel échantillon. Et alors, le mois dernier, dans le fond, quand tu nous as quittés après ta chronique, moi, je t'ai pris de court puis je t'ai dit « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse une méditation guidée en ondes. » Et tu as pris le défi au vol et tu as même lancé une invitation à ta communauté sur Facebook. Oui, exactement. En fait, j'ai proposé 2 types de méditation, pleine conscience et amour. Amour a un tout petit peu gagné, mais c'était tellement serré qu'on va essayer de faire les 2. Et avant de commencer, tu voulais un petit peu éduquer, en fait, les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas peut-être, je te dirais, les grandes choses à prendre en considération quand on fait de la méditation guidée.
Oui, c'est ça. En fait, c'est éduquer, mais aussi rassurer dans un premier temps. Parce que beaucoup pensent que méditer, c'est faire le vide. En se disant que j'ai trop de pensées pour méditer, c'est pas fait pour moi. En fait, ça c'est faux parce que méditer, ce n'est pas apprendre à faire le vide. Faire le vide, c'est déjà difficile pour un être humain. Est-ce que c'est vraiment vers quelque chose qu'on veut aller? Non, ce qu'on veut, c'est se sentir plus complet, plus plein. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on pourra jamais faire le vide parce qu'on a des pensées. Donc, déjà, première chose, ces pensées, elles sont précieuses. Je trouve ça intéressant, Marie-Ève, quand tu dis d'être plein. Oui, c'est qu'en fait... On cherche à être plein, c'est vrai dans le fond, parce qu'on cherche à se remplir de gratitude, de bien-être, de paisibilité. Ou juste être en contact avec son corps et de ramener son esprit et son corps au même endroit, au même moment. Et quand on fait ça, c'est là où on sent vraiment tout. C'est là où finalement on a le meilleur de notre potentiel parce que c'est comme si on était en contact avec nous, donc on se reconnecte à soi-même et ça c'est l'inverse du vide parce qu'on se sent vraiment rempli du contact avec nous-mêmes. Et les pensées là-dedans, c'est juste apprendre à même pas les discipliner, mais apprendre à ne plus être un peu l'esclave de nos pensées et de fusionner avec nos pensées, mais simplement de ramener notre attention sur un ancrage qui peut être le corps, le souffle ou autre, chaque fois qu'on est parti. Et toi, Marianne, pourquoi tu étais si contente que Marie-Ève soit avec nous aujourd'hui et que tu sois là? C'est que tu pratiques aussi la méditation au quotidien et même que tu as fait une retraite d'une semaine dans le silence. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Oui, puis en fait, Marie-Ève a été ma prof de méditation. Donc, j'ai connu la méditation grâce à Marie-Ève. Puis, suite à l'arrivée de Marie-Ève dans ma vie, la méditation est restée. Puis, je t'en remercie d'ailleurs beaucoup. Puis, chaque fois que je entends ta voix, ça me rappelle les cours que j'ai eus avec toi. Cool. Oui, vraiment. Puis... Est-ce que tu es capable de faire le vide? Est-ce que toi, mettons, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu voulais faire le vide quand tu as commencé? Parce que moi, quand j'ai commencé, Marie-Ève, je sais pas si tu t'en souviens, mais là, j'étais comme, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je pense trop. Puis je vous dirais que encore aujourd'hui, je travaille fort pour inclure ça dans ma vie, mais au moment où j'ai décidé de le faire, il y a quand même un minding qui s'est changé chez moi. Je sais pas si toi, tu l'as observé, Marie-Ève. Marianne? Oui, Marie-Ève. Les deux. OK, d'accord. Non, mais oui, non, c'est sûr. Puis en fait, souvent, on va avoir des peurs. Et on va, par rapport à la méditation, on a peur que ça marche pas. Puis parfois, c'est aussi la peur que ce soit trop beau pour être vrai. Moi qui vis avec mon petit hamster mental depuis des années, penses-tu vraiment qu'il y a quelque chose qui peut vraiment m'aider à faire la paix avec moi, à sentir une portion de calme? Oui, mais c'est sûr qu'il faut un petit peu persévérer. Tu sais, c'est pas si tu fais une méditation une fois, ça n'a pas marché, tu te dis, c'est pas pour moi. Il faut quand même le voir un petit peu dans sa durée, peut-être en faire une semaine avec une certaine régularité, même si c'est juste 3-4 minutes dans sa semaine, dans sa journée. Mais il faut le faire avec une certaine régularité. Et c'est au bout peut-être d'une semaine, 10 jours, 2 semaines, que là, on peut se dire, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de donner du temps là-dedans? Est-ce que ça me transforme ou pas? Et mais c'est à ce moment-là qu'on va choisir de faire les choses. Mais d'abord, il faut quand même donner une certaine, je dirais, il faut faire acte de foi pendant au moins une semaine pour tester les choses. C'est vrai. Puis pour répondre à ta question, Maxime, les pensées sont toujours là. Le hamster est toujours là, mais c'est vraiment le regard que comment tu vois tes pensées qui sont plus menaçantes, mais qui font partie de toi, puis juste apprendre à les accueillir. Puis ça permet de vivre le moment présent. T'sais, maintenant, je suis capable, à certains moments de ma journée, de juste réaliser mon cœur bat plus vite. OK, là, je suis stressée. Pourquoi? Puis ça fait juste te permettre d'être plus conscient à toi, aux autres, à la vie, finalement. Là. Fait que là, le thème 1, c'est les pensées, c'est normal. La deuxième chose, c'est il faut quand même continuer de persévérer si ça marche pas la première fois. Et la troisième chose que tu voulais nous parler, c'est que tu l'as appelé « Je ne suis pas bouddhiste ». Où tu veux nous amener avec ça? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens aussi qui vont naturellement... En fait, je pense que le secret, quand tu veux méditer, c'est d'avoir confiance dans la technique qu'on t'enseigne, d'accord? Et donc, il y en a qui vont ressentir en eux un déchirement en se disant, mais là, je suis en train de vivre les techniques d'une autre religion, alors que moi, je me définis comme athée ou je me définis comme telle ou telle religion. Et donc, il y en a qui se disent, mais attends, je pourrais pas me mettre à la méditation, ça vient trop en opposition avec mes autres croyances, je veux pas avoir deux religions. Mais c'est là où on voit que il y a une méconnaissance de la méditation, d'une branche de la méditation de pleine conscience qu'on appelle la méditation de pleine conscience laïque. C'est une branche qui a été popularisée par John Kabat-Zinn, donc un docteur en médecine du nord-est des États-Unis. Et donc du coup, ça se fusionne à n'importe quelle croyance ou non-croyance. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que
des personnes pour qui peut-être la religion catholique ou musulmane ou autre, ça va être très important et ça ne viendra pas prendre la place. Je comprends, donc, là. Je ne suis pas bouddhiste, c'est genre, je suis pas bouddhiste, donc je peux pas méditer. Mais c'est drôle parce que moi, au départ, je pensais qu'il y avait quelque chose de relié avec la religion. Puis malheureusement, je suis athée, je vais le dire comme ça, ou en tout cas, je pratique pas, hein, du moins. Puis là, je me disais, là, je vais pas retourner en pratique, ça m'intéresse pas, mais c'est pas du tout ça, là. Non, exactement. C'est que ça vient compléter une pratique qu'on a déjà. C'est la prière. Oui, ça peut être vu comme une forme de méditation, mais ce n'est pas le type de technique de méditation qu'on apprend, par exemple, en pleine conscience laïque ou quand on fait des visualisations. Oui, ça se passe dans notre monde intérieur, mais ça vient pas en incohérence avec les croyances qu'on peut avoir parce que c'est relativement neutre de méditer. Alors là, maintenant, ça veut dire qu'à la maison, vous êtes prêts. Vous avez eu tous les conseils, puis disons qu'on prend tout ce que Marie-Ève nous a dit tout au cours de la saison, et on va vous proposer à la maison, donc, une méditation guidée. Oui. Je veux dire juste deux choses. C'est la première chose. Si vous êtes en voiture, ne faites pas la méditation. Surtout, ne faites pas. Soyez le mauvais élève ne faites pas la méditation ou mettez-vous sur le bas-côté puis faites-la. Première chose. La deuxième chose, c'est que on a parlé des pensées, mais comment on traite nos pensées, c'est que quand on voit qu'on est parti dans nos pensées, la simple chose à faire, c'est de revenir à ma voix. Voilà. En effet. Et peut-être pour le dire aux auditeurs, si jamais vous dites « Oh non, je peux pas la faire présentement », mais c'est sûr qu'on est en balado-diffusion tout de suite après l'émission dès midi. Donc, vous pouvez la voir sur le site de Chiz. Puis, je pense, Marie-Ève, les dernières fois, tu as même déposé tes chroniques sur ton site Internet à toi, là. Je pourrais pas le faire aujourd'hui, mais oui, je pourrais donner le lien de Chiz. Oui, prochainement, oui, c'est ça, exact. OK, je te remercie. Alors, on met une petite ambiance sonore avec ça je te laisse guider la méditation. On a presque 4 minutes, si tu veux, donc je te laisse aller. C'est parfait. Alors, vous allez être avec moi pendant 4 minutes pour une méditation sur l'amour. Alors, simplement, dans un premier temps, vous allez porter votre attention sur votre corps et vous poser la question toute simple, mais de manière très authentique, de comment vous allez, comment je vais. Alors, allez dans ces repères corporels, voir comment vous allez, au niveau de votre respiration, au niveau de vos émotions peut-être. Et à ce niveau, l'idée, ce n'est pas de juger comment vous allez, réfléchir à comment vous allez, mais simplement apprendre à comme devenir un corps qui ressent ses émotions, qui sont ni positives ni négatives. On leur donne simplement un espace pour qu'elles puissent librement être et les ressentir. Alors restez en contact avec votre corps et avec ce contact-là, vous allez simplement accueillir une image que je vais vous proposer, une image d'une personne ou d'un animal que vous aimez beaucoup et avec qui vous n'êtes pas en conflit. Alors sans trop d'efforts, laissez venir à votre esprit l'image d'une personne, d'un animal, d'un être que vous aimez beaucoup et avec qui les rapports sont simples, faciles, évidents. Alors laissez venir une telle image, puis laissez-vous étonner par l'être qui se présente à vous. Ne cherchez pas à réfléchir, à changer l'image, à culpabiliser ou autre. Regardez simplement l'image et détaillez ce que vous voyez dans votre image. Regardez notamment le décor, s'il y a lieu, des couleurs spécifiques, des textures, des petits détails qui viennent à vous.
Une fois que vous êtes bien imprégné de la présence de cet être, sentez comment naturellement l'amour s'est invité en vous. Peut-être une caresse au niveau du ventre, quelque chose de doux au niveau du cœur, quelque chose de chaud. Revenez cette fois-ci à votre corps pour sentir, même si c'est subtil, comment l'amour est en vous. L'amour ou un de ses cousins, comme la tendresse ou la gratitude. Mais sentez comment il y a eu une variation en vous de qu'est-ce que vous ressentez. Et restez en contact avec ce sentiment. Ils vous font du bien, bien sûr. Alors, restez en contact. Et permettez-vous maintenant de mettre ce sentiment d'amour dans votre cœur, comme pour le retrouver à des moments où vous en allez avoir peut-être plus besoin, avec un moment plus stressant, une colère ou autre. Vous savez que maintenant vous avez un antidote, à savoir le sentiment d'amour, pour l'utiliser au besoin. Et tout doucement maintenant, quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. À votre rythme. C'était merveilleux, Marie-Ève. Sérieux, je serais restée là-dedans longtemps. Alors, il y avait pas d'inquiétude. Est-ce que pour ma part, j'ai l'impression que tu étais avec nous? Je sais pas pour vous, les filles. Là. Ah oui, vraiment. Ça a vraiment bien marché. Vraiment. En direct de la radio, à part de ça. Heureux. Je te remercie, ça fait vraiment du bien dans cette fin de session de folie. J'espère qu'à la maison, les étudiants, vous avez pris un petit instant pour vous arrêter avec nous et tous les autres à la maison. On te remercie beaucoup, Marie-Ève, d'avoir accepté de refaire ta chronique, en fait, de la transporter cette semaine. C'est un plaisir, vraiment. Et on te retrouve la saison prochaine, je crois? Oui, avec grand bonheur. Ah, bon, vraiment. ben, je suis vraiment content. Merci pour l'invitation. Ben, bienvenue. Est-ce qu'on va changer de thématique? Est-ce qu'on reste avec la même thématique? As-tu réfléchi un peu à ça ou pas encore? Ou surprise? Tu veux dire de la pleine conscience? Ben, est-ce que tu veux aller explorer autre chose dans tes chroniques? Ben, c'est sûr qu'on pourrait parler de méditation plus large et donc montrer que le potentiel du monde intérieur. On va toujours faire ça en pleine conscience. Et je pense que... Ben, les auditeurs sont prêts, oui. là. Ils sont plus novices. Maintenant, disons que tu les as instruits assez pour qu'on passe à un petit step supérieur. Exactement. Il y a d'autres choses à visiter. Oui, le 28 novembre, tu es au monastère des Augustines pour un atelier sur la pleine conscience. Si jamais vous voulez vivre, je crois, peut-être une méditation comme vous venez de faire, ben, ce sera évidemment un peu plus long le 28 novembre prochain. Exactement. C'est carrément une formation cette fois-ci. Oh, donc wow. c'est demain, c'est une formation, exactement. Demain à 19h au monastère des Augustines. Et de toute façon, il y a tellement de choses qui se passent avec toi. Si on veut avoir des informations sur les formations que tu donnes beaucoup au monastère des Augustines et tout ça, on peut se rendre sur le lilithbeméditation.com et on va avoir toutes les informations. Tout. Exactement. Alors, je te souhaite vraiment un beau temps des fêtes. À bientôt. À bientôt. Bye bye, Marie-Ève. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. C'est une émission qui se termine tout en douceur, ce qui est, on dirait, pas normal à Bonheur et vice-versa. On est tout le temps bien crinqués. C'est fou comment 4 minutes, ça 5 minutes, c'est tout. 5 minutes. Ouais. C'est la fin de l'émission. Réveillez-vous! C'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Alors, si à la maison, vous étiez encore zen, ça marche plus! Tchoup, tchoup. C'est une émission quand même assez hétéroclite. On espère qu'on peut participer justement à votre bien-être avec ces petits essais-là. Pour nous aussi, hein, c'est vraiment des tests. Là. Marie-Ève, elle disait, ben là, je suis pas sûre, Max, j'ai peur qu'on s'entende pas ou qu'il manque de connexion. Mais on essaye. Ça marche. Ça marche, Ouais. oui. Puis si vous avez des idées à la maison, même les filles, là, je vous dis ça, là, de choses qu'on pourrait essayer à la radio qui seraient inusitées ou qui nous sortiraient de notre zone de confort, moi, je suis bien ouvert. On en prend note.
On en prend notre Vous pouvez nous certainement. lancer des défis. OK. Et même que là, on a su que maintenant, il y avait à avoir les Facebook Live en studio. Alors, la prochaine saison, vous allez enfin pouvoir nous voir la face. Incroyable! Ça va être quelque chose de différent. Oui, puis c'est le fun parce que, tu sais, souvent, on se le dit à l'équipe ensemble, les invités, les collaborateurs, c'est le fun en studio, il y a une belle énergie. Mais là, à la maison, j'espère qu'on peut vous la transmettre aussi, mais en nous voyant quelques fois, peut-être, ça va être le fun de voir le beau studio rénové de Chiz en plus. Oui. Alors, une émission tout en invité. Aujourd'hui, au début, on avait Stéphanie-Sophie Gilbert qui est venue nous parler du savoir-être et en employabilité. Donc, voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Par la suite, on a parlé avec Gabrielle d'un sujet qu'on n'avait jamais abordé ici à Bonheur et vice-versa. Non, mais vraiment intéressant et surtout vraiment important là, Oui, comme emploi. important, c'est vrai. Important, vraiment. Merci, Gabrielle. Merci à Claudia Gagnon qui est restée avec nous, présidente chez Enactus, et que tu as fait la méditation avec nous. Oui, c'est exact. Oui, c'était le fun, hein? Oui, c'était vraiment très le fun. Yeah! Et donc, Marie-Ève Lessine, collaboratrice spéciale, qui sera de retour pour une autre saison. Et vous en profiterez, hein, parce que peut-être que Marie-Ève restera dans l'équipe d'une autre façon, mais nos collaborateurs spéciaux, ils s'appellent pas spéciaux pour rien. On a décidé d'aborder des sujets différents à toutes les années, donc 2 saisons avec nos collaborateurs spéciaux. Fait qu'on va les aimer au maximum durant l'hiver. Donc, voilà. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe à l'émission, Marianne? Et Guillaume Lamontagne qui vient nous parler d'entrepreneuriat. Dernière chronique du chroniqueur spécial de cette thématique. Puis dans la même thématique, Suzy Patton, que moi j'ai connue aussi, super, qui vient parler justement de son rôle en entrepreneuriat au Cégep Sainte-Foy. Exactement, c'est une conseillère d'orientation qui vient nous parler d'entrepreneuriat et on aura aussi José Landry à l'émission. Alors, bonne fin de session, Jen. Oui, merci. Bonne fin de session. Bonne chance. Toi aussi, Max, hein? Oui, merci. J'ai hâte de te voir le 11 avec... ça va paraître dans nos yeux, je pense. Oui. Hein, Ben non, mais je pense qu'on va avoir un regain, moi. Ah oui, sûrement, c'est ça. Alors, bonne semaine, Marianne. Bonne semaine tout le monde. Et on se Bye. retrouve dans 2 semaines. Bye bye Merci, tout le monde. Bonne bye. semaine à la maison.